Il contrôlait la pègre de la ville d'un simple geste. Des hommes mouraient sur un signe de sa tête. Mais quand la cloche d'un restaurant miteux de bord de route a sonné à 2 heures du matin, le patron impitoyable s'est figé. Là, en train d'essuyer un comptoir graisseux, avec des chaussures antidérapantes bon marché, se trouvait la femme qui l'avait quitté il y a 8 mois, son ex-femme. Et sous son tablier taché, il y avait un ventre lourd et gonflé. Son héritier grandissait dans les bas-fonds. Le roi avait retrouvé sa reine en fuite. L'odeur d'huile de friture rance et d'eau de javel était imprégnée en permanence dans la peau de Clara. Il était 2h14 du matin. L'enseigne au néon du Silver Spoon Diner grésillait avec un bourdonnement électrique rythmé et défaillant. Elle projetait une lumière rouge sang sur le sol, en linoléum fissuré. Clara a appuyé la paume de sa main contre le bas de son dos, se cambrant légèrement pour soulager la pression écrasante sur sa colonne vertébrale. Elle était enceinte de 34 semaines. Ses chevilles, enflées et épaisses, pulsaient contre les coutures serrées de ses baskets bon marché. Le bébé était réveillé. Il donnait des coups de pied furieux contre ses côtes, protestant contre les longues heures passées debout. « Plus qu'1 heure, mon petit !» murmura Clara, sa voix rauque à force de ne pas être utilisée. Elle a attrapé un chiffon gris dans un seau d'eau désinfectante tiède, l'essorant avec ses mains rouges et à vif. Le restaurant était un cimetière. 2 camionneurs dormaient dans une banquette près des toilettes du fond. Un chauffeur de taxi solitaire était assis au bout du comptoir. Il sirotait un café noir et froid, fixant un écran de télévision en sourdine. Ici, elle était en sécurité, invisible. Clara avait passé les 8 derniers mois à échanger les vastes domaines au sol de marbre du syndicat Rossi contre l'anonymat tranquille des quartiers oubliés de la ville. Elle était partie sans rien. Pas d'accord financier, pas de pension alimentaire. Juste une valise et les vêtements qu'elle portait sur elle. Vincent lui avait offert des millions. Elle connaissait le prix de son argent. C'était des dispositifs de suivi, des comptes offshore liés à des sociétés écrans, et l'emprise constante et étouffante de son contrôle. Elle avait signé les papiers du divorce dans le bureau froid et stérile d'un avocat, rendu ses bagues en diamant, et disparu. 3 semaines plus tard, dans la salle de bain d'un motel bon marché, elle avait fixé 2 lignes roses sur un bâton en plastique. La cloche au-dessus de la porte vitrée a tinté. Clara n'a pas levé les yeux immédiatement. Elle a essuyé le comptoir en formica, balayant une trace collante de sirop renversé dans sa main. Le bruit sourd de chaussures en cuir cher sur le sol bon marché a résonné dans son esprit. Pas un camionneur, pas un policier. Un vent froid et une odeur de pluie ont envahi le restaurant, tranchant avec la chaleur étouffante du grill. Banquette du fond. Une voix masculine bourrue a dit « Face à la porte ». La main de Clara s'est arrêtée de bouger. Le chiffon a glissé de ses doigts, retombant dans le seau avec un léger bruit. Le sang quitta son visage, la laissant prise de vertige. Elle connaissait cette voix. C'était Frankie. Elle s'est forcée à respirer, gardant la tête baissée. Ne lève pas les yeux. Continue d'essuyer. Peut-être qu'il ne la remarquerait pas. Elle portait un horrible uniforme jaune en polyester, ses cheveux attachés en un chignon désordonné et strié de graisse. Elle pesait 50 livres de plus, dépouillée du maquillage de marque et des robes de soie qu'on l'avait autrefois forcée à porter. Elle a entendu une chaise racler contre le carrelage. Café, noir. Apportez toute la cafetière, a aboyé Frankie en direction du comptoir. Clara a essuyé ses mains sur son tablier. Le tissu était tendu sur son ventre énorme. Elle s'est retournée lentement, attrapant la carafe à café en verre, posée sur le brûleur. Ses mains tremblaient violemment. Le verre a cliqueté contre la plaque chauffante en métal. Elle a attrapé une épaisse tasse en céramique. Elle n'a pas regardé vers la banquette du fond. Elle fixait le café qui éclaboussait, noir et amer, dans la tasse blanche. Puis elle l'a senti. Le changement dans la pièce, la chute soudaine et suffocante de la température. C'était un poids physique qui appuyait sur sa nuque. Elle s'est retournée. Vincent se tenait à mi-chemin entre la banquette et le comptoir. Il portait un pardessus anthracite sur mesure, les épaules sombres à cause de la pluie. En dessous, un costume 3 pièces taillé dans une laine si fine qu'elle semblait liquide. Ses cheveux sombres étaient légèrement humides, repoussés de son front. Son visage, habituellement un masque d'indifférence terrifiante, était détendu. Il la regardait fixement. Plus précisément, il fixait son ventre. Le silence dans le restaurant s'est étiré, tendu comme une corde de piano.
Même le chauffeur de taxi semblait sentir le prédateur alpha dans la pièce, se tassant davantage sur sa tasse. Frankie et Dino, debout près de la banquette, ont suivi le regard de leur patron. La mâchoire de Frankie est tombée. Dino a juré tout bas. Vincent n'a pas cligné des yeux. Ses yeux sombres sont remontés lentement du renflement de son abdomen, passant sur les taches de graisse de son tablier, sur l'épuisement gravé dans les cernes sous ses yeux, jusqu'à ce qu'il croise enfin son regard. Clara a serré la poignée de la cafetière, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle voulait courir. Son esprit lui hurlait de lâcher le verre et de sprinter par la porte de derrière dans la ruelle. Mais son corps était lourd, encombrant et épuisé. Il n'y avait nulle part où fuir. Pas loin de lui. Vincent a fait un pas lent en avant. Ses yeux étaient entièrement noirs. Aucune chaleur, aucune surprise, juste un calcul violent et dévorant. Le roi déplaçait ses pions sur l'échiquier. Et il venait de trouver une pièce qui était censée avoir été complètement retirée du jeu. Clara. Son nom dans sa bouche sonnait comme une condamnation à mort. La cafetière a glissé des mains de Clara. Elle a heurté le linoléum. Le fracas aigu et explosif du verre brisé a résonné dans le restaurant silencieux. Du café noir bouillant a explosé sur le sol, éclaboussant l'ourlet de l'uniforme de Clara et le bout de la chaussure en cuir poli de Vincent. Aucun d'eux n'a baissé les yeux. « Monsieur, vous ne pouvez pas être ici », a grincé une voix depuis le passe-plat de la cuisine. Monsieur Henderson, le gérant de nuit, a passé la tête, une spatule à la main. Le comptoir est fermé pour le nettoyage. Vincent n'a même pas tourné la tête. Il a levé une main gantée d'une fraction de pouce. Frankie s'est avancé, glissant sa main à l'intérieur de sa veste. Il a regardé le gérant. « Retourne au grill, mon pote, et reste-y. » Monsieur Henderson a vu la forme sous la veste. Il a vu le vide glacial dans les yeux de Frankie. Il a disparu dans la cuisine sans un mot de plus. Vincent a marché dans la flaque de café. Des éclats de verre ont craqué sous son poids. Il s'est arrêté de l'autre côté du comptoir, à quelques centimètres de Clara. Il était maintenant assez proche pour qu'elle puisse sentir la pluie sur son manteau, son parfum de cèdre coûteux et l'odeur métallique de la poudre à canon. Il avait travaillé. « Tu es censé être à Genève », a dit Vincent. Sa voix était basse, douce et dangereusement calme. C'était la voix qu'il utilisait juste avant de briser quelqu'un. Clara a fait un demi-pas en arrière. Sa colonne vertébrale a heurté le rebord métallique de la vitrine à tarte. Elle a croisé les bras sur son ventre dans un geste de protection purement instinctif. « Genève est chère. J'ai envoyé 3 millions de dollars sur un compte suisse à ton nom, » a-t-il déclaré, les yeux rivés sur les mains qui protégeaient son ventre. « Je n'y ai pas touché. Je n'en voulais pas. » La mâchoire de Vincent s'est crispée. Un petit muscle a tressailli sous son oreille gauche. Il s'est penché en avant, posant ses mains à plat sur le comptoir collant. Il a regardé ses mains, à vif et craquelées par l'eau de Javel. Il a regardé ses chaussures, puis son regard est retombé sur son ventre. Le bébé a choisi ce moment précis pour donner un coup de pied, un roulement net et visible qui a déformé le tissu du tablier jaune bon marché. Vincent s'est figé. Il a arrêté de respirer. Pendant une seconde, fugace et fracturé, le terrifiant patron de la famille Rossi a disparu. Il a été remplacé par un homme frappé par la foudre. Il a fixé le mouvement sous le tissu. « De combien de temps ?» a-t-il demandé. Le calme se fissurait. « Ça ne te regarde pas », a rétorqué Clara, la voix tremblante mais le menton levé. « Nous sommes divorcés, Vincent. Les papiers sont signés. Tu n'as aucun droit d'être ici. Tu n'as aucun droit de me poser des questions. » Les yeux de Vincent se sont rivés sur les siens. Le choc avait disparu. La fureur froide était de retour. « Fais le calcul, Clara, » a-t-il dit doucement. « Tu es parti il y a 8 mois et 12 jours. » Il a fait un geste brusque vers son ventre. « Ce n'est pas un développement récent. Tu étais enceinte quand tu es parti. Ou tu es tombée enceinte la veille de ton départ. Ce n'est pas le tien. » Le mensonge avait un goût de cendre dans sa bouche. C'était pathétique. Et ils le savaient tous les deux. Il n'y avait eu personne d'autre, ni pendant leur mariage, et certainement pas pendant les mois épuisants et désespérés qui avaient suivi. Vincent n'a même pas daigné répondre au mensonge. Il l'a simplement regardé, la disséquant. « Tu as vécu dans une cave », a-t-il observé, sa voix dénuée d'inflexion. « Tu sens le moisi et le savon bon marché. Tu travailles de nuit dans un restaurant qui sert des camionneurs et des drogués. Tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de sécurité. »« J'ai la liberté », a-t-elle répliqué sèchement. « Tu as des tendances suicidaires », a-t-il corrigé. Il s'est redressé. « Prends ton manteau. »
La panique a éclaté dans la poitrine de Clara. « Non, non, je travaille. Mon service se termine à 3 heures. »« Ton service s'est terminé à la seconde où j'ai franchi cette porte, » a dit Vincent. Il a regardé par-dessus son épaule. « Frankie, trouve le gérant, paie-le pour les dégâts et dis-lui que Clara démissionne. »« Tu ne peux pas faire ça. » La voix de Clara est montée dans les aigus, brisant le silence du restaurant. Le chauffeur de taxi au bout du comptoir a finalement réalisé le danger. Il a jeté un billet de 5 $ sur le comptoir et s'est précipité dehors. « Je suis en train de le faire », a dit Vincent. Il a contourné le comptoir, entrant dans la zone du personnel. C'était une violation flagrante de l'espace. La cuisine est devenue instantanément claustrophobe. Sa simple présence physique consumait l'air. Clara a reculé, sa main cherchant à tâtons derrière elle, jusqu'à ce qu'elle trouve une lourde cuillère de service en métal. C'était une arme risible contre un homme qui portait un Glock personnalisé sous son bras, mais elle l'a serré fort. « N'approche pas plus », a-t-elle prévenu. « Je vais crier. Je vais appeler la police. » Vincent s'est arrêté. Un sourire amer et cynique a touché les coins de sa bouche. « Les flics de ce district travaillent pour moi, Clara. Tu le sais. Et crier ne fera qu'agiter l'enfant. » Il a regardé la cuillère dans sa main, puis il a regardé ses yeux. « Tu m'as caché mon enfant, » a-t-il dit. Le volume de sa voix n'a pas augmenté, mais son intensité l'a physiquement repoussé. « Tu as volé mon sang. Tu as mis mon héritier dans un bouge au bord de la ville où n'importe quel rival rancunier aurait pu te trouver. As-tu la moindre idée de ce qui arriverait si la famille Moretti découvrait que mon ex-femme enceinte servait des plats sur l'autoroute 9 ? Il ne l'aurait pas découvert !» a crié Clara, des larmes de frustration, piquant enfin ses yeux. « Parce que j'étais morte pour toi. Tu t'es assuré que tout le monde sache que j'étais partie. Tu portais un rossi. » Il a pointé un doigt vers le sol. « Juste ici, dans cette saleté. Tu as mis mon enfant en danger. J'ai mis ton enfant hors de portée. » A-t-elle riposté, respirant lourdement. Son dos a été traversé par une pointe de douleur vicieuse. « Je ne voulais pas qu'il soit élevé dans une forteresse. Je ne voulais pas qu'il apprenne à vérifier sous les voitures s'il y a des bombes. Je voulais une vie normale pour lui. Il n'y a pas de vie normale pour nous, Clara. » Vincent a tendu la main, se déplaçant trop vite pour que son corps lourd puisse réagir. Il lui a saisi le poignet, pas assez fort pour la blesser, mais assez fermement pour la paralyser. Il a pris la cuillère de ses doigts tremblants et l'a laissée tomber sur le comptoir. « Clara, maintenant !» Clara n'a pas bougé. Elle a fixé sa main verrouillée autour de son poignet. La chaleur familière de sa peau contre la sienne a envoyé une vague écœurante de nostalgie et de terreur à travers son corps. « Vincent, s'il te plaît », a-t-elle murmuré, le combat s'évanouissant soudainement en elle. L'épuisement l'a frappé comme un coup physique. Ses jambes tremblaient. « Je ne peux pas retourner dans cette maison. Je ne peux pas revivre comme un fantôme dans un musée. Ne me force pas à faire ça. » Pendant une fraction de seconde, sa prise s'est desserrée. Ses yeux sombres ont parcouru son visage, notant les creux de ses joues, la fatigue écrasante qu'elle portait. Quand ils étaient mariés, elle avait été radieuse, drapée de soie, couverte de bijoux, protégée par une armée d'hommes. Maintenant, elle ressemblait à un oiseau brisé. Il l'avait laissée partir parce qu'elle l'avait supplié. Elle avait pleuré sur le sol en marbre de son bureau, lui disant que son monde pourrissait son âme. Il l'avait laissée partir parce qu'il pensait que son argent la garderait en sécurité, loin du sang de ses affaires. Il avait eu tort. « Tu ne retournes pas au domaine », a dit Vincent d'un ton sec. « Tu viens au penthouse. C'est sécurisé. » Il a lâché son poignet et l'a prise par le coude, la tirant doucement mais inexorablement vers l'arrière-salle. « Mes affaires », a protesté Clara, trébuchant légèrement en essayant de suivre ses longues enjambées. « Je t'achèterai de nouvelles choses. J'ai une vie ici. Tu as une stratégie de survie, » a corrigé froidement Vincent. « Et une mauvaise. Où est ton casier ?» Ils sont entrés dans la salle de pause exiguë et malodorante. Clara a pointé du doigt un casier en métal gris cabossé dans le coin. Vincent l'a ouvert. À l'intérieur était suspendu un manteau de laine gris élimé qu'elle avait acheté dans une friperie. Au fond se trouvait un sac en toile bon marché. Vincent a fixé le manteau. Le dégoût a parcouru ses traits. Il a tendu la main, l'a attrapé par le col et l'a jeté dans la poubelle à côté des casiers. Clara s'était lancée, mais son ventre a heurté son bras, l'arrêtant net. Avant qu'elle ne puisse protester davantage, Vincent était en train d'enlever son propre pardessus anthracite sur mesure. La chaleur résiduelle de son corps s'accrochait à la doublure en soie.
Il est passé derrière elle et a drapé la lourde laine sur ses épaules. Le manteau l'a submergé, tombant sous ses genoux, dégageant une odeur enivrante de lui. Il ne s'est pas soucié du sac en toile. « Allons-y », a-t-il dit, se retournant vers la salle du restaurant. Frankie attendait près de la porte d'entrée. Il avait une liasse de billets de $100 posée sur la caisse enregistreuse. Monsieur Henderson était introuvable. Clara marchait comme dans un rêve. Le lourd manteau l'alourdissait. Elle s'est arrêtée à la porte, regardant le seau d'eau sale, le verre brisé de la cafetière, le liquide noir renversé sur le sol. Sa vie misérable, sûre et épuisante, terminée en l'espace de 5 minutes. Vincent n'a pas regardé en arrière. Il a ouvert la porte vitrée. Sortant sous la pluie glaciale, un VUS blindé noir attendait au ralenti près du trottoir. Les phares perçaient le déluge. Dino tenait un parapluie. Ses yeux balayaient constamment l'autoroute déserte et la lisière sombre des arbres au-delà du parking du restaurant. Vincent gardait une main ferme sur le creux du dos de Clara, la guidant à travers la pluie. Le contact brûlait à travers la laine du manteau. Dino a ouvert la lourde porte arrière renforcée. Clara est montée maladroitement, hissant sa lourde silhouette sur l'intérieur en cuir noir souple et immaculé. Le contraste avec les chaises en plastique dur du restaurant était saisissant. C'était l'odeur de la richesse, du pouvoir et du danger. Vincent a glissé à côté d'elle. La porte s'est refermée avec un bruit sourd et hermétique qui a bloqué le son de la pluie. Le silence à l'intérieur de l'habitacle était total. « Roule », a ordonné Vincent au chauffeur. Le VUS s'est éloigné en douceur, laissant l'enseigne aux néons vacillantes du Silver Spoon derrière eux dans le rétroviseur. Clara s'est blottie contre la portière passager, serrant plus fort le manteau de Vincent autour d'elle. Elle a regardé par la vitre teintée les arbres sombres qui défilaient. Son cœur battait frénétiquement. Elle avait passé 8 mois à regarder par-dessus son épaule, terrifiée qu'il la trouve. Maintenant qu'il l'avait fait, la réalité était pire que le cauchemar. Elle était piégée, encore. Mais cette fois, elle ne risquait pas seulement sa propre vie. Elle a posé sa main sur le côté de son ventre. Le bébé s'était enfin calmé, bercé par le mouvement doux du véhicule coûteux. Vincent était assis rigidement de son côté de la banquette. Il ne la regardait pas. Il fixait la cloison qui les séparait du chauffeur. « Quelle est la date d'accouchement » a-t-il demandé. La question flottait dans l'air silencieux, plus une exigence qu'une demande. Clara a gardé les yeux sur la fenêtre. « 5 semaines. » Vincent a calculé en silence. « Tu n'as pas vu de vrai médecin. Je vais dans une clinique gratuite, » a-t-elle dit sur la défensive. « Ils ont un échographe. Il va bien. » Il. Le mot est resté en suspens. Vincent a tourné lentement la tête pour la regarder. Même dans la faible lumière des lampadaires qui passaient, Clara pouvait voir le changement dans son expression. Le chef de la mafia, impitoyable et calculateur, s'est à nouveau fracturé, révélant quelque chose de brut, de possessif et de terriblement humain. Un fils. Les mots étaient à peine un murmure, glissant de ses lèvres comme une prière, et une menace à la fois. Clara a dégluti difficilement, fermant les yeux. Elle lui avait donné la seule munition dont il avait besoin pour ne plus jamais la laisser partir. « Oui », a-t-elle murmuré en retour. Vincent a tendu la main à travers la large étendue du siège en cuir. Clara s'est tendue, s'attendant à ce qu'il lui saisisse à nouveau le poignet, ou peut-être lui prenne le menton pour la forcer à le regarder. Mais sa main a contourné son visage, contourné ses bras. Sa grande main calieuse s'est posée doucement, mais avec une possession absolue, directement au centre de son ventre gonflé. La chaleur de sa paume a brûlé à travers le polyester bon marché de son uniforme. Clara a eu un léger hoquet, le souffle coupé. Elle a essayé de reculer, de se presser plus profondément contre la portière, mais sa main a suivi, implacable. « Le mien », a dit doucement Vincent. Il ne lui parlait pas. Il parlait à l'enfant caché sous sa peau. « Et personne ne te cachera plus jamais de moi. » L'ascenseur privé menant au penthouse ne bourdonnait pas. Il ne cliquetait pas et ne tremblait pas comme le monte-charge du restaurant. Il se déplaçait avec une efficacité silencieuse et terrifiante, avalant les étages de la ville en quelques secondes. Clara se tenait dans le coin arrière de la cabine en acier brossé, s'appuyant lourdement contre le mur en miroir. Ses jambes semblaient être en plomb. L'adrénaline qui avait monté dans le restaurant se dissipait, laissant derrière elle un épuisement profond et creux. Elle gardait ses bras enroulés autour du lourd manteau de laine de Vincent, enfouissant son visage dans le col
pour bloquer l'odeur âcre et stérile de l'ozone dans l'ascenseur. Vincent se tenait parfaitement immobile au centre de la cabine. Il observait son reflet dans les portes en acier. Il a noté la façon dont ses genoux tremblaient. Il a vu la pâleur grise de sa peau, complètement dépourvue de l'éclat de santé qu'elle avait quand elle était sa femme. « Tu es pâle », a-t-il déclaré. Ce n'était pas une question d'inquiétude. C'était l'évaluation d'un bien défaillant. « Je suis resté debout sur du béton pendant 9 heures », a répondu Clara, sans lever les yeux. « Je suis enceinte, pas mourante. C'est une question de perspective. » Les portes se sont ouvertes. Un silence total et suffocant les a accueillis. Le penthouse était une forteresse suspendue à 80 étages au-dessus de la rue. Les murs étaient des baies vitrées du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur la tempête qui engloutissait la ville. Mais le verre était balistique, de 2 pouces d'épaisseur, par balle, résistant aux bombes et entièrement insonorisé. Les sols étaient en béton coulé, polis jusqu'à obtenir une finition sombre et miroitante, accentuée par un mobilier en cuir austère et brutaliste. Cela ressemblait moins à une maison qu'à un bunker de haute altitude. « Assieds-toi » a ordonné Vincent, montrant un immense canapé anthracite qui trônait au centre du salon. Clara n'a pas discuté. Son corps ne le lui permettait pas. Elle a avancé en traînant les pieds, ses baskets bon marché et tachées de graisse grinçant pathétiquement sur le sol impeccable. Elle s'est enfoncée dans les coussins profonds, si bas que ses genoux remontaient maladroitement autour de son ventre gonflé. Elle a grimacé, posant une main sur le bas de son dos. Vincent a déboutonné sa veste de costume. Il ne s'est pas assis. Il a fait les 100 pas. Il s'est dirigé vers une console noire et élégante contre le mur du fond, a versé 2 doigts de liquide ambré dans un verre en cristal, et l'a bu d'un seul trait. Les lourdes portes d'entrée du penthouse se sont ouvertes. Frankie est entré, immédiatement suivi par un homme mince aux cheveux gris, portant une mallette médicale en cuir usé. « Docteur Keller », a dit Vincent, posant le verre vide avec un bruit sec. « Merci d'être venu si vite. » Le docteur Keller n'avait pas l'air fatigué malgré l'appel à 3 heures du matin. Il était le médecin privé du syndicat, un homme bien payé pour ignorer les blessures par balle, les horaires irréguliers et l'identité de ses patients. « Vincent, où est la patiente ?» Vincent a fait un signe de tête vers le canapé. Keller s'est approché, son masque professionnel glissant une fraction de seconde quand il a vu Clara. Il se souvenait d'elle 1 an auparavant, drapée de diamants à un gala du syndicat, tenant la cour avec une grâce terrifiante et radieuse. Maintenant, elle ressemblait à une réfugiée. « Madame Rossi ?» a dit doucement Keller en ouvrant son sac. « C'est juste Clara », a-t-elle marmonné, laissant sa tête retomber contre le cuir. « Et je n'ai pas besoin d'un médecin. J'ai besoin de sommeil. »« Vous en aurez, madame », a dit Keller, sortant un tensiomètre. Il l'a enroulé autour de son bras nu. Le tissu de son uniforme de restaurant est remonté, exposant une peau pâle et parsemée de légères ecchymoses dues au choc contre les comptoirs de la cuisine. Vincent se tenait à 10 pieds de distance, les bras croisés sur sa poitrine, ses yeux brûlant les mains du médecin. Le brassard a sifflé en se gonflant. Keller a regardé le manomètre, le front légèrement plissé. Il a relâché l'air, a pris son stéthoscope et l'a placé contre son dos, lui demandant de respirer. Puis il s'est déplacé vers son ventre. Clara s'est raidie, ses mains se déplaçant instinctivement pour protéger son ventre. « Tout va bien », a murmuré Keller. « Je vérifie juste le rythme cardiaque fœtal. » Il a pressé un moniteur Doppler froid contre son ventre. Un bruit de statique a rempli la pièce silencieuse, suivi d'un son rapide, rythmé et galopant. Whoosh, whoosh, whoosh. Vincent a arrêté de respirer. Sa posture rigide s'est brisée. Il a fait 2 pas lents vers le canapé, les yeux grands ouverts, fixés sur le petit appareil en plastique dans la main du médecin. Le son du battement de cœur était assourdissant dans le penthouse silencieux. C'était rapide, c'était fort, c'était une preuve de vie indéniable. Le rythme cardiaque est fort, 150 battements par minute, a dit le docteur Keller, offrant un sourire crispé. Il a rangé l'appareil. La pièce a replongé dans le silence. Keller s'est levé et s'est tourné vers Vincent. Il n'a pas mâché ses mots. Le bébé va bien. Elle, non. Sa tension artérielle est dangereusement élevée. Elle est gravement sous-alimentée, déshydratée et porte beaucoup trop de tension dans sa colonne lombaire. Si elle continue à rester debout, elle accouchera prématurément. Et étant donné son état physique actuel,
Je ne peux pas garantir que son corps survivra au traumatisme. La mâchoire de Vincent s'est bloquée. Les muscles de son cou se sont tendus contre son col. Il a regardé Clara, ses yeux sombres d'une fureur possessive et violente. « Frankie » a claqué Vincent. Frankie s'est avancé depuis l'ombre près de la porte. « Ouais, patron. Va au restaurant. Brûle-le. » Clara s'est redressée d'un coup, la panique lui serrant la poitrine. « Vincent, non. Il y a des innocents là-bas. Monsieur Henderson. Je me fiche de Monsieur Henderson. » A roughi Vincent. Le volume de sa voix a fait craquer le silence vitreux de la pièce. Il a pointé un doigt vers elle. « Tu as risqué mon fils pour un travail au salaire minimum. Tu t'es affamé pour te cacher de moi. J'étais affamé parce que tu as gelé mes vrais comptes. » A crié Clara en retour, des larmes coulant enfin sur ses cils. Je n'avais rien. Vincent s'est approché d'elle, se penchant au-dessus du canapé jusqu'à ce qu'il soit à quelques centimètres de son visage. Tu m'avais, moi. Tu avais un empire. Tu as choisi un taudis. Il s'est retourné vers son capot. Frankie, achète le restaurant. Virez tout le monde. Puis rase le bâtiment jusqu'aux fondations. Si elle essaye d'y retourner, je veux qu'il ne reste plus rien. Quand Clara s'est réveillée, elle ne savait ni l'heure ni le jour. Les lourds rideaux occultants de la chambre principale étaient tirés, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Elle était allongée sur un matelas qui ressemblait à un nuage, enveloppée dans des draps en coton égyptien, qui coûtait plus que son salaire annuel au restaurant. Son uniforme bon marché et taché de graisse avait disparu. Quelqu'un, une femme de chambre probablement, convoquée au milieu de la nuit, l'avait baignée et habillée d'une nuisette en soie ample. Elle a tourné la tête. Une petite lampe s'est allumée dans un coin de la pièce. Vincent était assis dans un fauteuil à oreilles, baigné d'une faible lumière ambrée. Il avait finalement enlevé sa cravate et les 2 premiers boutons de sa chemise étaient défaits. Il tenait une tablette, la lueur bleue et dure, éclairant les cernes profonds et violacés sous ses yeux. Il n'avait pas dormi. Il était juste resté assis là, à regarder le lit, à garder la cage. « Soif » a-t-il demandé. Sa voix était graveleuse, dépouillée de l'autorité retentissante de la nuit précédente. Clara a hoché lentement la tête, se redressant contre l'immense tête de lit. Chaque articulation de son corps lui faisait mal, mais la fatigue écrasante avait disparu. Elle devait avoir dormi pendant 10 heures. Vincent a posé la tablette. Il a versé un verre d'eau glacée d'un pichet en argent sur la table de chevet et le lui a tendu. Leurs doigts se sont effleurés. Les siens étaient glacés. Les siens brûlaient de la chaleur corporelle élevée du 3e trimestre. Clara a bu l'eau avidement, la gorge sèche et rauque. Quand elle a baissé le verre, elle l'a trouvé en train de fixer à nouveau son ventre. La nuisette en soie épousait sa courbe massive. « Tu as l'air » a commencé Vincent, puis il s'est arrêté. Le patron impitoyable de la pègre avait du mal à trouver un mot qui ne sonnerait pas comme une faiblesse. « Tu as l'air d'une mère. Je suis une mère », a dit tranquillement Clara. « Ou je le serai bientôt. » Vincent s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux, ses mains jointes. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Clara? Quand tu m'as tendu ces papiers dans le bureau de l'avocat, pourquoi n'as-tu rien dit? M'aurais-tu laissé partir ?» Le silence qui a suivi était lourd et épais. Vincent a regardé le sol, la mâchoire crispée. « Non, » a-t-il admis, sa voix à peine un murmure. « J'aurais réduit la ville en cendres avant de te laisser franchir cette porte avec mon enfant. C'est exactement pour ça que je ne te l'ai pas dit. » A dit Clara, sa voix tremblante mais résolue. Elle a posé le verre. « Regarde autour de toi, Vincent. Regarde cette pièce. » Vincent a levé les yeux. Elle est sécurisée. Le verre peut arrêter une balle de calibre 50. Les portes nécessitent une autorisation biométrique. Tu es parfaitement en sécurité. Je suis parfaitement piégé, a rétorqué Clara, sa frustration débordant. C'est un coffre-fort. Tu enfermes ton argent dans des coffres-forts. Tu enfermes tes armes dans des coffres-forts. Je ne suis pas une propriété, Vincent. Et ce bébé non plus. Tu crois que j'aime le coffre-fort? Vincent s'est levé, son mouvement soudain agité, en cage. Il a marché jusqu'à la fenêtre et a tiré le lourd rideau. Une lumière du jour grise et délavée a inondé la pièce. La ville s'étendait en dessous d'eux, tentaculaire et insignifiante. « Tu crois que je veux vivre derrière des plaques de blindage ?» a-t-il demandé, montrant les rues en contrebas. « Il y a une guerre là-dehors, Clara. Le syndicat Falcone saigne mon territoire à sec dans le sud. Mes propres lieutenants commencent à avoir faim.
La faiblesse est une invitation à recevoir une balle. Tu crois que tu vivais une vie noble et indépendante dans ce restaurant? Tu étais une cible facile. Si les Falcone t'avaient trouvé, il s'est arrêté, fermant les yeux, réprimant un frisson physique. La pensée de cela était de l'acide dans ses veines. Ils ne m'ont pas trouvé. Et argumentait Clara. J'étais une personne anonyme. J'étais un fantôme. Personne ne regarde à deux fois une serveuse enceinte dans un mauvais quartier. J'ai regardé à deux fois, a dit Vincent, se tournant pour lui faire face. Ses yeux étaient entièrement noirs, dépourvus de lumière. Et si je peux te trouver, ils peuvent te trouver. Et ils ne t'auraient pas amené un médecin, Clara. Ils t'auraient arraché cet enfant pour m'envoyer un message et t'auraient laissé te vider de ton sang sur le linoléum. Clara a tressailli, ses mains volant instinctivement vers son ventre. La réalité brutale et sans filtre de ses paroles l'a frappée comme un coup physique. Elle le détestait pour l'avoir dit, mais elle le détestait encore plus, parce qu'elle savait que c'était vrai. Je ne pouvais pas l'élever au domaine. A murmuré Clara, le combat s'évanouissant soudainement en elle. Elle a baissé les yeux sur ses mains, toujours rouges et à vif à cause des produits de nettoyage agressifs. Je me souviens de ce que c'était. Les gardes du corps à l'épicerie, les inspections des voitures pour les explosifs, les hommes saignant sur les tapis au milieu de la nuit. Je t'ai vu perdre des morceaux de ton âme à cause de ce business, Vincent. Je t'ai vu te transformer en pierre. Elle a levé les yeux, rencontrant son regard froid et sombre. Je ne pouvais pas laisser mon fils regarder son père se transformer en monstre. Vincent l'a regardé pendant un long et angoissant moment. Il ne s'est pas défendu. Il ne l'a pas nié. Il a simplement accepté le verdict de son ex-femme avec une grâce froide et terrifiante. « Je suis un monstre », a convenu doucement Vincent. Il est retourné vers le lit, se penchant sur elle, sa présence totalement écrasante. « Mais je suis le monstre qui éloigne les autres monstres. » Et en ce moment, c'est exactement ce dont tu as besoin. L'illusion de paix domestique, aussi tendue et amère soit-elle, s'est brisée juste après midi. Clara était assise à l'immense îlot de marbre de la cuisine, se forçant à manger un bol de fruits frais et de flocons d'avoine que le chef avait préparé. Vincent était assis en face d'elle, buvant du café noir et lisant des rapports sur sa tablette. C'était presque une copie de leur ancienne vie de couple, si l'on ignorait le lourd silence et la terreur inexprimée qui flottait dans l'air. La serrure biométrique de la porte d'entrée a sonné. Frankie est entré. Il n'a pas pris la peine de frapper. Son visage était sombre, sa veste de costume ouverte révélant l'étui d'épaule attaché à sa poitrine. Il s'est arrêté au bord de la cuisine, ses yeux se posant brièvement sur Clara avant de se fixer sur Vincent. « Patron, on a un problème. » Vincent n'a pas levé les yeux de son écran. « Parle, c'est à propos du restaurant, » a dit Frankie, sa voix baissant d'une octave. « J'y suis allé avec une équipe ce matin pour gérer le rachat comme tu l'as demandé. L'endroit était bouclé par la police. Des flics partout. Le doigt de Vincent a arrêté de glisser sur le verre. Il a lentement relevé la tête. La température dans la pièce a chuté. « Pourquoi? Un règlement de compte ?» a dit Frankie, déplaçant son poids inconfortablement. « Un travail de pro. Ils sont entrés vers 5 heures du matin, juste après notre départ. Ils ont tiré sur les banquettes du fond, incendié la cuisine et laissé un message peint sur le mur. » La cuillère de Clara a glissé de ses doigts, cliquetant bruyamment contre le bol en marbre. Son cœur a martelé contre ses côtes. « Qui ?» a-t-elle demandé, sa voix se brisant. « Qui a été blessé? C'était Monsieur Henderson. » Frankie ne lui a pas répondu. Il a regardé Vincent. « Qui ?» a exigé Vincent, sa voix un grondement bas et terrifiant. « L'équipe Falcone » a confirmé Frankie. Ils n'ont pas trouvé qui ils cherchaient, alors ils ont fait un carnage. Henderson en a pris 2 dans la poitrine. Il est mort. Le plongeur est dans un état critique. Clara a plaqué une main sur sa bouche, une violente nausée montant dans sa gorge. 5 heures du matin, 3 heures après que Vincent l'ait traînée dehors. Si elle s'était battue plus fort, si elle avait réussi à se glisser par la porte de derrière et à se cacher dans la réserve, elle serait morte. Et son bébé serait mort. Vincent s'est levé lentement. Il n'a pas regardé Clara. Son visage était complètement vide, dépourvu de toute émotion humaine. L'homme qui avait doucement touché son ventre dans le VUS, l'homme qui lui avait commandé un médecin, avait disparu. Le patron du syndicat Rossi avait pris sa place. Il la cherchait, a déclaré Vincent. Ce n'était pas une question. La rumeur a dû se répandre que tu bougeais dans le sud de la ville hier soir,
a dit Frankie. Ils ont fait le rapprochement. Ils savent que tu as sorti quelqu'un de ce restaurant. Savent-ils qui? Pas encore, a répondu Frankie. Mais ils ont des gars qui fouinent dans les hôpitaux à la recherche de femmes enceintes qui se présentent. Ils savent qu'elle était sur le point d'accoucher. Vincent a contourné l'îlot de cuisine. Ses mouvements étaient prédateurs, parfaitement calculés. Il a attrapé sa veste de costume sur le dossier d'une chaise et a glissé ses bras dans les manches. Trouve les tireurs, a ordonné Vincent en ajustant ses manchettes. Je me fiche de la profondeur à laquelle tu devras creuser en territoire Falcone. Déterre-les. Je veux qu'on les amène à l'abattoir de la 4e rue. Et Falcone? A demandé Frankie. Laisse le vieil homme pour l'instant. Prends ses lieutenants. Prends leurs dents. Brise leurs genoux et laisse leur corps dans les coffres de leur propre voiture, garée devant le domaine de Falcone. La voix de Vincent était totalement dépourvue de pitié. C'était un ordre administratif, un registre en train d'être équilibré dans le sang. Clara était assise, figée sur le tabouret. Elle le regardait donner les ordres, observant la manière désinvolte avec laquelle il commandait la torture et le meurtre. La réalité de son monde, le monde qu'elle avait fui désespérément, se fracassait violemment contre le verre balistique du penthouse. Vincent s'est tourné vers elle. Il a vu l'horreur dans ses yeux, le tremblement de ses mains posées sur son ventre gonflé. « Fini de manger », a-t-il dit froidement. « Tu vas les tuer », a murmuré Clara. « Je vais les massacrer », a corrigé Vincent s'approchant d'elle. Il a posé ses mains sur le comptoir en marbre, la piégeant dans son ombre. « Parce qu'ils s'en sont pris à mon fils. Ils s'en sont pris à toi. » Et le seul langage que des hommes comme Falcone comprennent est la violence absolue et disproportionnée. Ce n'est que du sang, a pleuré Clara, des larmes chaudes coulant sur ses joues. C'est toujours que du sang avec toi. Ça ne finit jamais. Ça finira quand ils seront tous morts. A dit doucement Vincent. Il a tendu la main, son pouce essuyant doucement une larme sur sa joue. Le contact était brutalement tendre, un contraste saisissant avec les ordres horribles qu'il venait de donner. Tu voulais vivre dans le monde réel, Clara. C'est ça, le monde réel. Tu es ma femme. Tu portes mon héritier. Il n'y a pas d'anonymat pour toi. Il n'y a que la survie. Il a retiré sa main, la chaleur de son contact persistant sur sa peau comme une marque au fer rouge. Ne quitte pas ce penthouse, a-t-il commandé, regardant Frankie pour s'assurer que le capot entende la menace implicite. Si elle essaie de fuir, enferme-la dans une pièce et jette la clé. Vincent s'est retourné et est sorti, les lourdes serrures en acier s'engageant avec un clic définitif et inéluctable derrière lui. Clara est restée seule dans l'immense cuisine, le silence de la forteresse résonnant à ses oreilles. Elle a pressé ses 2 mains sur son ventre, sentant le bébé donner des coups de pied contre ses paumes. Le monstre était parti en guerre pour les protéger. Elle était en sécurité, et elle n'avait jamais été aussi terrifiée de sa vie. Le penthouse était un tombeau de luxe haut de gamme. Pendant 3 jours, Clara n'a pas vu le soleil. Le système de tempête qui l'avait ramené dans le monde de Vincent s'est immobilisé au-dessus de la ville, battant le verre balistique avec des rideaux de pluie grise. Elle arpentait le salon, ses baskets bon marché remplacées par des chaussons en laine douce, qui n'offraient aucun réconfort à ses chevilles enflées. Elle marchait de l'îlot de cuisine à l'immense canapé en cuir, puis aux lourdes portes doubles en chêne qui menaient à l'ascenseur privé. Chaque fois qu'elle s'approchait des portes, 2 gardes lourdement armés, des hommes qu'elle ne reconnaissait pas, des hommes aux yeux plats et morts, changeaient de position. Elle était une prisonnière de grande valeur, farouchement protégée. Il était 4h12 du matin, le 4e jour, quand l'ascenseur a sonné. Clara s'est figée près de la fenêtre, enroulant ses bras protecteurs autour de son ventre. Les lourdes portes se sont ouvertes. Vincent est entré. Il ne ressemblait en rien au roi impeccable et sur mesure qui s'était tenu dans le restaurant. Il se déplaçait avec une démarche lourde et traînante. Sa veste de costume avait disparu. Sa chemise blanche était déboutonnée au col, les manches retroussées au-dessus de ses coudes. Le tissu de sa chemise était trempé de sang. Ce n'était pas une fine brume ou une éclaboussure égarée. Le devant de sa chemise était saturé, séchant en une armure rigide et brun-rouille. Ses jointures étaient à vif, la peau fendue et enflée. Il s'est arrêté au milieu du hall, respirant lourdement, la tête baissée. Il a regardé ses mains, observant une goutte de sang frais glisser de son petit doigt pour tacher le sol en béton poli immaculé. Clara ne pouvait pas bouger. L'odeur l'a frappé une seconde plus tard,
une épaisse puanteur métallique de cuivre, de sueur et de peur. Vincent a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient creusés, des puits sombres d'épuisement. Il l'a vue debout près de la vitre, pâle et tremblante. « Retourne te coucher, Clara », a-t-il râpé. Sa voix semblait avoir été traînée sur du verre brisé. Il ne s'est pas dirigé vers elle. Il s'est dirigé vers la salle de bain des invités au bout du couloir, gardant délibérément ses distances, se traitant comme une contagion. Clara est restée clouée sur place. Son esprit lui hurlait de courir dans la chambre, de verrouiller la porte, de se cacher de la réalité de ce que cet homme faisait dans le noir. Elle a fermé les yeux. Elle a vu le visage calme et gentil de M. Henderson, le gérant du restaurant qui lui avait glissé des parts de tarte supplémentaires, mort à cause d'elle. Elle a ouvert les yeux, se détachant de la fenêtre. Son dos a hurlé de protestation alors qu'elle suivait la traînée de sang dans le couloir. La porte de la salle de bain était ouverte. Vincent était penché sur le lavabo en marbre. L'eau coulait à plein débit. Il se frottait les mains avec une brosse à poils dure, l'eau devenant d'un rose violent en tourbillonnant dans le siphon. Il ne se lavait pas seulement. Il punissait sa peau, la grattant jusqu'à ce que ses propres jointures saignent à nouveau. Clara est entrée dans l'embrasure de la porte. La lumière fluorescente crue au-dessus du miroir projetait de profondes ombres squelettiques sur son visage. « Tu vas t'arracher la peau !» a-t-elle dit doucement. Vincent s'est raidi. Il ne s'est pas retourné. « Je t'ai dit d'aller te coucher. Et je t'ai dit que je ne suis pas ta propriété, » a répondu Clara, entrant complètement dans la salle de bain. Elle a tendu la main au-delà de lui et a fermé le robinet. Le silence soudain dans la pièce était assourdissant. Elle a pris la brosse de sa poigne rigide et inflexible. Il l'a laissé faire. Il est resté parfaitement immobile. Un homme violent, neutralisé par la présence douce et délibérée de la femme qui portait son enfant. Clara a attrapé une épaisse serviette blanche sur le porte-serviette chauffant. Elle en a mouillé un coin sous l'eau chaude, a ajouté une dose de savon agressif et a pris sa main gauche dans les siennes. Ses doigts étaient épais, lourds et meurtris. Elle a commencé à essuyer le sang, passant doucement le tissu sur ses jointures fendues. « Les as-tu trouvés ?» a-t-elle demandé. Sa voix était un monotone plat et sans vie. Elle ne voulait pas savoir. Elle devait savoir. Oui, Vincent fixait le mur au-dessus du miroir. Il ne la regardait pas. Les hommes qui ont attaqué le restaurant et le lieutenant qui a donné l'ordre, sont-ils? Ils ne respireront plus jamais. L'a-t-il interrompu, sa voix tombant dans un registre terrifiant de calme. Falcone est au courant. Il a reçu le message. Il sait que le South Side m'appartient. Et il sait que s'il traverse à nouveau la rivière, je ne tuerai pas seulement ses hommes. Je réduirai toute sa lignée en cendres. Clara a ravalé la bile qui lui montait à la gorge. Elle s'est concentrée sur sa main, essuyant le sang de sa paume. « Tu les as tués pour moi. Je les ai tués parce que c'est la seule monnaie que mon monde accepte. » A corrigé Vincent, la regardant enfin. « Tu crois que je veux ça? Tu crois que j'aime rentrer chez moi auprès de ma femme enceinte en sentant l'abattoir? » Il a retiré sa main de la sienne. Il a posé ses deux mains sur le bord du lavabo, baissant la tête. « J'ai essayé de construire un mur, Clara, quand nous étions mariés. J'ai essayé de garder le sang à l'extérieur et toi à l'intérieur. Je pensais que l'argent, les maisons, la sécurité, je pensais que c'était suffisant. » Il a laissé échapper un rire dur et amer. « J'étais un imbécile. Le sang s'infiltre toujours sous la porte. Tu l'as vu. C'est pour ça que tu as fui. » Clara a regardé sa colonne vertébrale courbée. Le terrifiant patron de la famille Rossi semblait brisé. « J'ai fui parce que je me noyais », a murmuré Clara. Elle a tendu la main, posant une main sur son dos. Les muscles sous sa chemise en ruine étaient tendus comme des ressorts industriels. « Je ne pouvais pas respirer dans cette maison. Je ne pouvais pas te regarder et prétendre que je ne savais pas comment les factures étaient payées. » Vincent a tourné la tête, ses yeux sombres se fixant sur les siens. « Et maintenant? Maintenant » a dit Clara, sa main tombant pour se poser protectrice sur le poids lourd de son ventre. « J'ai réalisé que là-dehors, dans le monde réel, les loups se fichent que tu sois une bonne personne. Ils veulent juste manger. » Elle a baissé les yeux sur la serviette tachée de rose dans ses mains. « Tu es un monstre, Vincent, mais tu es le père de cet enfant. Et si le choix est entre toi et les hommes qui ont tiré dans ce restaurant ?» Elle a pris une lente inspiration tremblante. « Je te choisis. » Vincent l'a regardé. L'air dans la petite salle de bain a changé, lourd d'un pacte tacite et tragique. Il n'a pas souri. Il ne l'a pas prise dans une étreinte romantique. La réalité de leur vie était trop laide pour la romance. Il a simplement tendu la main,
sa main propre se posant doucement sur la sienne, sur le gonflement de son ventre. « Je ne les laisserai jamais te toucher », a-t-il juré, un vœu scellé dans le sang qui séchait sur sa chemise. Jamais. 3 semaines plus tard, la chaleur étouffante de la fin de l'été cuisait le béton de la ville, mais à l'intérieur du penthouse, la climatisation bourdonnait avec une perfection stérile et glaciale. Clara était enceinte de 39 semaines. Son corps n'était plus le sien. C'était un réceptacle étiré et douloureux. Dormir était impossible. Se tenir debout était une agonie. S'asseoir provoquait une pression écrasante sur ses côtes. Elle passait la plupart de ses journées assise dans le fauteuil orthopédique personnalisé que le docteur Keller avait commandé, fixant l'horizon brumeux. Vincent était rarement parti plus de quelques heures. Le syndicat se restructurait. L'attaque du restaurant avait déclenché une guerre froide avec la famille Falcone. Et les rues étaient calmes. Le calme terrifiant et haletant qui précède toujours une explosion. C'est arrivé un mardi à 21h15. Clara était dans la cuisine, en train de se verser un verre d'eau glacée. Vincent était à la table de la salle à manger, démontant et nettoyant son arme de poing, les clics métalliques et secs de l'arme résonnant de manière rythmée. Sans avertissement, le penthouse a plongé dans une obscurité absolue et totale. Le bourdonnement de la climatisation s'est éteint. Le réfrigérateur s'est arrêté. Clara a eu un hoquet, laissant tomber son verre. Il s'est brisé sur le sol en marbre, le son aigu avalé par le silence soudain et oppressant du gratte-ciel. « Ne bouge pas !» a claqué la voix de Vincent dans l'obscurité. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre tactique. Elle a entendu le glissement métallique rapide d'un chargeur se verrouillant dans la poignée de son pistolet, suivi du claquement terrifiant d'une balle en train d'être chambrée. Des lumières d'urgence rouges ont clignoté le long des plinthes du penthouse, projetant une lueur sanglante et sinistre dans le salon. Les générateurs de secours s'étaient déclenchés, mais seulement pour les systèmes critiques. Vincent s'est matérialisé à côté d'elle, sa main s'enroulant fermement autour de son biceps. Ses yeux balayaient les fenêtres sombres, traquant les ombres. « Le réseau n'est pas tombé », a murmuré Vincent, montrant la fenêtre. Le reste de la ligne d'horizon de la ville brillait de 1000 feux. Ils ont coupé le courant de l'immeuble. C'est une intrusion organisée. Un bruit sourd et concussif a résonné des profondeurs de l'immeuble, vibrant à travers la plante des pieds enflés de Clara. Des explosifs au rez-de-chaussée. A dit Vincent, l'éloignant de l'îlot de cuisine. Ils ont frappé les portes du hall principal. La porte d'entrée du penthouse s'est ouverte violemment. Clara a crié, trébuchant en arrière, mais Vincent s'est placé nettement devant elle, son arme levée, parfaitement pointée sur l'embrasure de la porte. « Ne tirez pas. Patron, c'est moi. » a aboyé Frankie, entrant dans la lumière d'urgence rouge. Il respirait fort, un fusil tactique en bandoulière sur sa poitrine. Dino était juste derrière lui, traînant un lourd sac d'équipement. « Rapport », a exigé Vincent, abaissant l'arme d'une fraction de pouce. « Falcone », a crashé Frankie, verrouillant les lourds pins dormants de la porte d'entrée. Il n'a pas envoyé une équipe de tueurs, il a envoyé une armée. Ils ont frappé le parking et le hall simultanément. Ils ont coupé les communications principales et le flux de sécurité. On a peut-être 40 hommes qui montent par les escaliers. Les ascenseurs sont hors service. Combien de temps avant qu'ils n'atteignent cet étage? 10 minutes, peut-être moins. Ils font sauter les portes coupe-feu, au fur et à mesure. Frankie a regardé Clara, le visage sombre. Nous devons nous rendre dans la chambre forte. L'hélicoptère d'extraction ne peut pas atterrir sur le toit avec ce vent. Vincent s'est tourné vers Clara. Marche vite. Ils ont descendu le long couloir vers la suite principale. La chambre forte était un coffre en acier renforcé caché derrière le dressing, équipé d'une ventilation indépendante, de fournitures médicales et d'une ligne directe câblée aux forces de sécurité externes du syndicat. Clara a forcé ses jambes lourdes à bouger. L'adrénaline qui parcourait ses veines masquait la douleur sourde dans sa colonne vertébrale. Mais alors qu'elle entrait dans le dressing, une crampe soudaine et violente lui a saisi le bas-ventre. Ce n'était pas une douleur sourde. C'était une bande d'acier vicieuse et écrasante qui se resserrait autour de sa taille. Clara a eu un hoquet, ses genoux fléchissants. Elle s'est agrippée au bord d'une commode en acajou pour ne pas s'effondrer, faisant tomber une rangée de parfums coûteux sur le sol. « Clara !» Vincent l'a attrapée sous les bras, la redressant. Elle ne pouvait pas parler.
La douleur lui a coupé le souffle. Elle a agrippé ses avant-bras, ses ongles s'enfonçant dans sa peau à travers sa chemise. Elle a fermé les yeux, supportant la vague angoissante. Quand elle s'est enfin retirée, elle a ouvert les yeux. Elle a baissé les yeux. Une tache sombre et épaisse s'étendait sur l'intérieur de la cuisse de son pantalon de survêtement gris clair, goûtant sur le tapis. Elle avait perdu les os. Non, a murmuré Clara, la terreur pure éclipsant complètement la peur des hommes qui montaient les escaliers. Non, non, pas maintenant. S'il vous plaît, pas maintenant. Vincent a fixé le sol. Le tacticien impitoyable, l'homme qui pouvait calculer les taux de perte et coordonner une défense en quelques secondes, s'est complètement figé. « Patron !» a crié Frankie depuis le couloir. Ils ont atteint le 70e étage. On doit se barricader. La tête de Vincent s'est relevée d'un coup. L'hésitation a disparu, remplacée par une concentration primale et terrifiante. Il a pris Clara dans ses bras. Elle a crié, le changement de gravité envoyant une nouvelle pointe de douleur à travers son bassin. Mais elle a enroulé ses bras autour de son cou, enfouissant son visage dans son épaule. Il l'a portée dans la chambre forte. C'était une boîte de béton austère éclairée par des bandes de dalle crues. Un lourd lit de camp en acier boulonné au sol se trouvait au centre, entouré d'armoires métalliques de munitions, de rations de combat et de trousses de traumatologie médicale. Il l'a déposée doucement sur le lit. « Dino !» a aboyé Vincent. Dino est entré dans la chambre forte, jetant le lourd sac d'équipement dans le coin. « Ouais, patron. Passe sur la ligne directe. Appelle le docteur Keller. Dis-lui que s'il n'est pas dans cet immeuble dans 5 minutes, je le dépêcherai vivant. Patron, le hall est infesté d'hommes de Falcon. Keller ne peut pas passer. Trouve un moyen. » A rugi Vincent, le son résonnant violemment sur les murs d'acier. Une autre contraction a frappé Clara. C'était plus rapide cette fois, plus brutal. Elle a cambré le dos, un gémissement rauque et guttural s'échappant de ses lèvres. Elle a agrippé le bord métallique du lit, ses jointures blanchissant. Ça arrive, a halté Clara, croisant le regard de Vincent. La peur sur son visage reflétait la sienne. Il arrive. Frankie se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant le couloir sombre du penthouse. Ils sont à notre étage. Je les entends. Vincent a tourné le dos à Clara. Il a armé son pistolet. Il a regardé Frankie. Verrouille la porte de la chambre forte. A ordonné Vincent. Toi et Dino, tenez le couloir. Gagnez-nous du temps. Ils sont 40, patron. A dit Frankie doucement, la sombre réalité du calcul s'imposant à eux. Je me fiche qu'ils soient 100. A dit Vincent. Vous tenez la ligne. Frankie a hoché lentement la tête. Il est sorti de la chambre forte. Vincent a saisi la lourde poignée en acier de la porte de la chambre forte et l'a fermée. Les mécanismes de verrouillage massifs se sont enclenchés avec une séquence lourde et définitive de bruits métalliques sourds. Ils étaient scellés. Un roi, sa reine en fuite, et un héritier exigeant de naître dans un tombeau de béton et d'acier. Les coups de feu ont commencé 3 minutes plus tard. Ils étaient étouffés par l'acier épais de la porte de la chambre forte, mais la vibration des armes automatiques faisait trembler les lourdes armoires métalliques. C'était un martèlement sourd et rythmé, ponctué par les explosions plus nettes et concussives des charges de brèche qui déchiraient le magnifique et coûteux penthouse que Vincent avait construit. À l'intérieur de la chambre forte, le monde était réduit à la douleur et au sang. « Respire, Clara », a ordonné Vincent. Il avait enlevé sa veste et son étui de pistolet, les jetant sur une caisse de munitions. Ses manches étaient retroussées. Ses mains, habituellement des instruments de violence et de contrôle, étaient pressées contre ses genoux, l'ancrant. « Je ne peux pas !» a crié Clara, sa voix lui déchirant la gorge. Elle se débattait sur le lit étroit, ses vêtements trempés de sueur et de liquide amniotique. La douleur était un océan, l'entraînant vers le fond, la noyant dans une agonie blanche et aveuglante. « Tu peux, tu dois le faire. » La voix de Vincent était stable, mais son visage était tiré, pâle sous les lumières crues des ailes. Il a déchiré une trousse de traumatologie du mur, éparpillant des compresses de combat et des garrots sur le sol, jusqu'à ce qu'il trouve un champ stérile et de lourds ciseaux chirurgicaux. Il opérait purement par instinct primal, adaptant le triage de champs de bataille qu'il connaissait à la réalité terrifiante de l'accouchement. Une autre explosion étouffée a secoué la pièce. De la poussière est tombée du plafond en béton. Ils vont entrer. A sangloté Clara, la panique faisant hyperventiler ses poumons. Ils vont le tuer. Regarde-moi.
a commandé Vincent, se plaçant directement dans son champ de vision. Il lui a pris le visage entre ses mains. Ses paumes étaient chaudes, fortes et profondément ancrantes. Personne ne franchira cette porte. Tu te concentres sur moi. Tu te concentres sur cet enfant. Pousse! Clara a crié, poussant de toutes ses forces. Son corps avait l'impression d'être déchiré en deux. Les lumières fluorescentes au-dessus de sa tête ont vacillé, bourdonnant violemment alors que les systèmes électriques du bâtiment tombaient en panne, ne laissant que la lueur écœurante et rouge des sauvegardes d'urgence les plus profondes. Dehors, les coups de feu se sont intensifiés en un rugissement assourdissant. Frankie et Dino menaient une bataille perdue d'avance. Le bruit de bottes lourdes frappant le parquet de la chambre principale à l'extérieur du dressing s'est infiltré à travers l'acier. Clang! Une balle a ricoché sur l'extérieur de la porte de la chambre forte. Vincent n'a même pas tressailli. Il a gardé les yeux rivés sur Clara, ses mains stables. Encore Clara, plus fort. Il est presque là. Elle a pris une inspiration rauque et désespérée et a poussé. Elle a mis chaque once de sa peur, de son épuisement et de l'instinct de survie amer qu'elle avait affiné dans le restaurant sale dans l'effort. Elle a poussé jusqu'à ce que des vaisseaux sanguins éclatent dans ses yeux, jusqu'à ce que le monde se réduise à un point de lumière rouge. Et puis, la pression a disparu. Un cri aigu et perçant a traversé l'air lourd de la chambre forte, plus fort et plus vrai que les coups de feu à l'extérieur. Clara s'est effondrée sur le lit en acier, la poitrine haletante, des larmes coulant sur son visage. Elle ne pouvait pas voir. Elle ne pouvait qu'entendre. Vincent se tenait parfaitement immobile au pied du lit. Dans ses grandes mains tachées de sang, il tenait un poids minuscule, se tortillant et glissant. Le garçon était furieux. Son visage violet, ses petits poings frappant aveuglément l'air froid du bunker. Vincent a regardé son fils. Pour la première fois de sa vie, le patron du syndicat Rossi a oublié de respirer. L'armure froide et impénétrable qu'il portait pour survivre à son monde brutal s'est fissurée, s'est brisée et est tombée complètement. Ses yeux sombres se sont remplis de larmes, débordant de ses cils pour tracer des sillons sur son visage couvert de poussière. Il ne voyait pas un héritier d'un empire criminel. Il ne voyait pas un pion à protéger derrière un verre balistique. Il voyait un enfant, une vie fragile, innocente et parfaite. Vincent a enveloppé le bébé dans un drap de traumatologie blanc et stérile, se déplaçant avec une douceur terrifiante. Il a contourné le lit et s'est agenouillé à côté de la tête de Clara, déposant le nourrisson qui pleurait sur sa poitrine. Clara a serré le lourd paquet contre sa peau, pleurant de manière incontrôlable. Elle a enfoui son visage dans les cheveux sombres et humides de son fils. Son odeur était écrasante, pure, nouvelle et vivante. Vincent s'est penché sur eux, enroulant ses bras autour de sa femme et de son fils, enfouissant son visage dans le cou de Clara. Tous les trois se sont blottis sur le lit en acier, une île désespérée et saignante dans une mer de violence. Dehors, les coups de feu se sont brusquement arrêtés. Un silence total et suffocant est tombé sur le penthouse. Vincent a lentement relevé la tête. Son expression s'est durcie, le père reculant, le tueur revenant à la surface. Il a tendu la main, sa main se refermant sur la crosse de son pistolet abandonné. Il s'est levé, se positionnant entre le lit et la porte de la chambre forte, pointant l'arme en plein centre de l'acier. Un coup lourd a résonné contre le métal. « Patron ?» La voix de Frankie est parvenue à travers la porte épaisse. Elle était faible, rauque et mouillée de sang. C'est bon, on les a tenus. Les renforts viennent de monter par l'escalier. L'équipe Falcone est anéantie. Vincent a baissé l'arme, une lourde expiration secouant sa carrure massive. Il n'a pas ouvert la porte. Pas encore. Il s'est retourné pour regarder Clara. Elle fixait le bébé, son visage pâle, meurtri, et d'une beauté à couper le souffle sous la lumière d'urgence rouge. Elle a levé les yeux vers lui, ses yeux reflétant la réalité cynique et dévastatrice de leur existence. Ils avaient survécu cette nuit. Mais demain, il y aurait un autre rival, une autre attaque, un autre bunker. Vincent est retourné vers le lit. Il a touché le petit poing serré du bébé, avec un seul doigt. « Je pensais que je pouvais te forcer à vivre dans mon monde », a dit Vincent, sa voix un murmure bas et graveleux. Il ne donnait pas un ordre. Il offrait une reddition. « Je pensais que la cage était assez grande, assez solide pour te rendre heureuse. » Clara l'a regardé, le cœur douloureux. « La cage reste une cage, Vincent. » « Je sais. » Vincent a regardé du bébé à Clara.
Il ne grandira pas en vérifiant sous les voitures s'il y a des bombes. Il n'apprendra pas à laver le sang de mes chemises. Comment? A demandé Clara, sa voix se brisant. Tu es le chef de la famille. Tu ne peux pas simplement partir. Ils nous traqueront jusqu'au bout du monde. Non, ils ne le feront pas, a dit Vincent. Le calcul froid et terrifiant est revenu dans ses yeux, mais cette fois, il n'était pas dirigé contre un ennemi. Il était dirigé contre son propre trône, parce que demain à la même heure, le syndicat Rossi n'existera plus. Je vais démanteler tout le réseau. Je vendrai les territoires, brûlerai les registres et exécuterai quiconque essaiera d'arrêter la dissolution. Clara le regarda, stupéfaite. Tu brûlerais ton empire pour nous? Je brûlerai le monde, Clara. A juré Vincent, se penchant pour déposer un baiser doux et persistant sur son front en sueur. Tu voulais la liberté. Je vais nous l'acheter. Dans le sang. Et puis plus jamais. Il s'est retourné et s'est dirigé vers la lourde porte en acier pour faire face à la ruine de son royaume. Derrière lui, dans le noir sûr et silencieux, son fils a pris une autre inspiration, ignorant que son père était sur le point de mettre le feu à la pègre, juste pour le garder au chaud. Cette romance mafieuse intense et brutale vous a-t-elle tenu en haleine? Le conflit entre le monde sombre du roi impitoyable et l'amour féroce et indéniable pour sa reine en fuite le prouve. Parfois, la seule façon de protéger sa famille est de réduire son propre empire en cendres. Si vous avez aimé la tension, la survie et le drame profondément humain de l'histoire de Vincent et Clara, appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres amateurs de romance. Et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires originales, palpitantes et à couper le souffle chaque semaine.